Impeccable. Eh ben, c'est super, très bien. Donc, on a été où jusqu'à la dernière fois? La dernière fois, on a été où? Jusqu'où? Ben, on avait fini les subséquentes et je crois qu'on devait attaquer les consciences non connaissantes, apparemment. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais, vous savez que parmi la division septuple, certaines connaissent leurs objets et d'autres non, ouais. Ouais. Ouais, ça, vous le connaissez par cœur. Donc, celles qui connaissent leurs objets, c'est-à-dire celles qui réalisent leurs objets, ouais. Mhm. Ouais. En général, connaître, réaliser, comprendre, etc., tout ça, c'est équivalent. OK. Et donc, parmi la division septuple, celles qui réalisent nécessairement leurs objets sont lesquelles? Hmm. Pas de perception directe déjà. Ouais. Ouais, si on parle de perception directe, ça dépend lesquelles. Si on parle des perceptions directes valides, Ouais, elles valide. doivent réaliser leurs objets, ouais. Mhm. Ouais, OK, ou même les perceptions directes subséquentes. Ouais. Elles doivent réaliser leurs objets, ouais. Très bien, donc les cognitions valides et les cognitions subséquentes sont nécessairement des consciences qui connaissent leurs objets ou qui réalisent leurs objets. Et dans les divisions septuples, les autres ne réalisent pas leurs objets, ouais. Elles ne sont pas nécessairement en désaccord vis-à-vis de la réalité. Elles peuvent être en accord vis-à-vis de la réalité, mais sans la réaliser. Ouais. C'est le Mhm. cas de la supposition correcte, justement, ouais. Et donc justement, la définition ici donnée, donc d'une supposition correcte, c'est une cognition qui n'atteint pas son objet, dont les surimpositions ont été éliminées. Bien qu'elle s'applique, cette cognition, de façon univoque au phénomène qui est son objet principal d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dont les surimpositions ont été éliminées, donc Ouais, ça veut dire que normalement, une cognition qui réalise son objet, c'est une cognition qui a atteint son objet dont les surimpositions ont été éliminées. Ouais, donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, en fait, cette cognition, elle n'atteint pas un objet dont les surimpositions ont été éliminées. Ça veut dire que elle ne le réalise pas. Ouais, elle n'obtient pas son objet, elle n'atteint pas son objet, elle ne le réalise pas. C'est ça qu'il faut comprendre. oui. Bien que cette cognition s'applique de façon univoque au phénomène qui est son objet principal d'engagement. Ouais, donc le phénomène qu'elle est censée comprendre, elle s'engage vers cet objet de manière univoque. Pourquoi il mentionne ça? Parce que c'est pour réfuter le doute, pour réfuter le fait qu'une supposition correcte soit un doute. Ouais, le doute, il est équivoque. Ouais, il oscille entre deux possibilités, alors que la supposition correcte, non, elle ne doute pas. Ouais, elle s'engage vers son objet, mais sans le réaliser. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est simple, hein. On se dit, bah tiens, la Terre est ronde, la Terre tourne autour du Soleil, etc. Est-ce qu'on l'a vérifié nous-mêmes? Est-ce qu'on a fait les calculs physiques, mathématiques, etc. Non. Moi, j'en suis Mhm. loin, mais on l'accepte, ouais, donc on suppose correctement, en effet, que la Terre tourne autour du Soleil, et cetera, sans vraiment le réaliser par nous-mêmes. Mhm. Ouais, OK, très bien. Donc, Lattier-Rinpoche dit une supposition correcte, cognition qui suppose correctement, c'est pareil, une supposition correcte. Et par exemple, la connaissance qui survient à travers une explication qui nous est donnée, une conscience auditive qui entend ce qui est dit, et comme ce qui est dit est généré, OK? Qui entraîne à sa suite une cognition qui pense: «C'est comme ceci et comme cela». Ouais, on se dit: «Bah, ouais, le son est certainement impermanent», et cetera, et cetera. Très bien. Cette conscience fondée sur une généralité du son est une supposition correcte. Ouais, ça veut dire qu'on entend quelque chose, il y a une réverbération du son dans notre conscience, et donc on adhère à cela, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, ou alors c'est pour une mauvaise raison, etc., etc. Si quelqu'un vous explique la présentation de Logic, vous en arrivez à penser la perception directe est comme ceci, l'inférence est comme cela. Ouais, votre compréhension est une supposition correcte. Si vous entreprenez d'y penser de façon répétée et arrivez finalement à une certitude basée sur une raison valide, cette conscience sera une cognition inférentielle valide. Ouais. Ça veut dire qu'on peut transformer notre supposition correcte en analysant, en employant des bonnes raisons, et cetera.
Et donc, on peut finir par réaliser son objet grâce à une inférence. Mais tant que c'est pas arrivé à une inférence, on ne réalise pas encore son objet. On y adhère, on le suppose correctement, etc., parce qu'on nous l'a dit, parce que notre prof l'a dit, parce que ceci, cela, etc., parce que le Bouddha l'a dit, etc., mais sans vraiment l'avoir vérifié. Ouais. Ok, très bien. Mais au cours du processus de réflexion et avant ce stade, toutes les cognitions de votre effort de compréhension sont des suppositions correctes. Ouais, ça veut dire que tous les enseignements qu'on entend sur le Lamrim, les renaissances, le karma, les quatre nobles vérités, les six perfections, l'éveil, etc. L'immense majorité de ce qu'on génère quand on nous parle de tout ça, ce sont des suppositions correctes. Hum, C'est génial, non? Ouais, ça veut dire qu'on suppose correctement, notre conscience est en accord avec la réalité. On se dit, ouais, oui, il doit y avoir certainement la notion du karma, il y a certainement les renaissances, etc. Mais sans l'avoir vérifié par nous-mêmes. Donc hum. c'est quand même faillible. Ouais, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui a un discours séduisant, quelqu'un de très charismatique et qui nous dirait, bah non, il n'y a pas de karma, non, il n'y a pas de renaissance, non, il n'y a pas les quatre nobles vérités, c'est de la mythologie d'il y a 2500 ans, etc., etc. On pourrait finir par rejeter les suppositions correctes initiales, non? Hum. Ouais, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui se disent: «Ah non, finalement, le bouddhisme, c'est trop compliqué. Ah non, finalement, c'est certainement pas ce que le Bouddha a dit ou c'est pas un accord vis-à-vis de la réalité. C'est des vieilles histoires, de l'Inde antique, de l'Antiquité indienne» et cetera. Ouais, certains pourraient très bien se le dire. Ouais. Hum. Mais si au contraire on essaye de raisonner, de se dire: «OK, est-ce que, il y a bien une continuité de la conscience? Est-ce qu'il y a bien des moments successifs de conscience et cetera qui permettent les renaissances et donc le karma et donc la libération et cetera et cetera?» Dans ce cas-là, on peut, générer des inférences, ouais, mais c'est, quand même pas si évident que ça. Ouais, Absolument. très bien. Et ben, justement, la suite, ouais, toutes les cognitions survenant de l'écoute, ouais, c'est Tejung en tibétain, c'est pas Techung, c'est Tejung, mais c'est pas très grave, ne sont pas des suppositions correctes. Ouais, toutes les cognitions qui surviennent de l'écoute. C'est pas la même chose que les sagesses qui surviennent de l'écoute. Ouais, Mhm. ok. Donc ici, toutes les cognitions qui surviennent de l'écoute ne sont pas nécessairement des suppositions correctes. Par exemple, quelqu'un vous dit que le son est permanent et que vous engendrez une cognition qui admet cette assertion, vous auriez généré une cognition fausse. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une supposition correcte? Si quelqu'un nous dit, ah ben non, le son est permanent, le son ohm est permanent parce que c'est une caractéristique de l'espace incomposé, etc., etc. Ouais, si on adhère à ça, ce n'est pas une supposition correcte. Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce que c'est faux, exactement. Parce que c'est faux, alors qu'une supposition correcte n'est nécessairement pas fausse. Ouais, elle est nécessairement en accord avec la réalité. Hum. Ouais, sauf que on ne le réalise pas, on ne sait pas pourquoi, et cetera. Ouais, alors que, là, ce serait une cognition fausse si on se disait: «Bah oui, le son est permanent parce que Jacques a dit, ou un tel m'a dit» et cetera, ouais. OK, très bien. Mais, Donc oui? mais pour moi, il y a quand même le truc. On me dit un truc parce que la permanence du son, je me rappelle au début quand on m'a dit ça, j'ai mélangé la notion son, parce que son, ça a aussi le fait de, ça existe quelque part, il y a enfin, la notion, comment je veux dire, ou la généralité, oui, c'était la notion de généralité son, elle est permanente. Par contre, le son n'est pas permanent. Et de faire distinguer dans la finesse ce genre de choses, de Mmh. qu'est-ce qu'on entend par son, là, ça embrouille beaucoup. Et je pense que pour plein de Ouais. choses, on pense que c'est comme si, et puis parce qu'on n'est pas dans la même échelle ou pas dans le même contexte, et quelque chose peut sonner faux ou vrai et dans les suppositions, et puis là, on est toujours dans le doute, on ne comprend pas trop ce qu'il dit Mmh. l'autre, ce qui est enseigné, quoi. Et là, je trouve que c'est difficile, quoi, des fois, de Ouais. comprendre, en fait, ce qu'il dit l'autre. Oui. Alors la généralité son, le son est une généralité impermanente, ouais. Oui, oui, Ouais. mais je veux dire, le fait qu'il y a des sons, ce que je veux dire, Oui. c'est le fait qu'il y a tout le temps des sons. Et le mécanisme, c'est pas le son lui-même, c'est de dire qu'il y a des sons, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps. Enfin, le Ouais. mec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Un son Euh, est impermanent, ça je suis d'accord. oui. Mais le concept, voilà, c'est comme ça que je dois dire, le concept du son, Mhm. le- ça c'est quand même Oui. quelque chose de permanent dans ce cas-là, parce que le concept son que j'ai comme acquis à un moment est permanent par rapport au son lui-même. Mhm. Oui, le concept est toujours permanent, en effet. Voilà, Euh, c'est ça que je voulais dire, j'ai du mal. ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc le Et concept là-dedans, du... des fois, on s'en mêle des fois, je trouve. Mhm. Pas moi en tout Ouais, cas. ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle du son, on ne parle jamais du concept de son. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et cette Ouais, quand on distinction dit pour le moi est pas. son, Mm. ouais, ça renvoie au son, le truc qu'on entend. Oui, voilà. Ouais, c'est jamais le concept de son. Sinon, on spécifierait le sujet, le concept du son. Ouais, dans ce cas-là, on dirait, ouais, ça Mm, c'est permanent, tout à fait. Mais si, quand on parle du son, on parle d'une généralité. En effet, le son est une généralité, mais en effet, c'est une généralité impermanente. Ouais. Donc, quand on parle du son, de toute façon, on voilà. doit de toute façon parler de forme matérielle. Ouais. Le son Oui. qui est un déplacement de vibration d'air, Mm, etc., mm. etc. Ouais. Oui. Ouais. Très bien. Mais c'est vrai que si on dit le concept du son, là, ce serait totalement différent. Ou l'isolat du son, etc. Là, on parlerait vraiment de quelque chose de différent. Mais quand on dit le son en général, en effet, on entend Voilà. bah, ce truc qui est l'objet d'appréhension d'une conscience auditive. Ouais. Oui, et puis moi, ce que je veux dire, c'est que moi, des fois, quand on me dit des choses, je m'emmène dans ces notions-là. C'est pas forcément intuitif parce que la manière dont moi j'emploie les mots, Hmm. euh, c'est pas forcément. Et du coup, j'ai des doutes, un coup, je comprends rien, enfin, en fait, parce que je suis pas Ouais. assez dans le truc, quoi. Et on comprend mal. Ouais, ouais, c'est pour Alors, ça du qu'il coup, faut surtout pas hésiter à interroger hum, les personnes qui parlent et dire, mais de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez d'un son, d'un concept? De quoi est-ce que vous parlez? Ouais, ça c'est très important. Alors, à condition bien sûr que les personnes qui parlent, autorisent ces questions-là au moment précis. Parce que sinon ça arrive que ce soit à la fin d'un cours, des questions-réponses et cetera, mais on a peut-être oublié la question qu'on avait sur le moment et c'était peut-être juste sur ce moment-là que c'était intéressant de la poser. Donc, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. ouais, 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 ouais. Hum. Mais en effet, en général En général, on pourrait même parfois se compliquer la vie dans la philosophie bouddhiste en se disant: «Mais de quoi est-ce qu'il parle?» alors qu'en fait, on parle juste du son. Ouais, Ouais, il parce que faut si je peux me permettre, hein, le son, la permanence du son, c'est un point de vue, et si c'est un point de vue, c'est un problème oculaire. Voilà, je l'ai faite. ouais, la permanence du son, ouais, exactement. Ouais, tout à fait, ce serait une Pardon, pardon. difficulté. Ouais, si Hum. quelqu'un nous disait: «Le son est permanent» et cetera, ouais, on se dirait: «Il y a quelque chose qui va pas», en effet. On se dirait: «La personne veut parler de quelque chose de spécifique qui n'est pas le son», hein. Ouais, Ouais. donc c'est important de poser des questions, de dire: «Voilà, de quoi est-ce que tu parles?» et cetera. Mais après, oui, en effet, si on fait des recoupements dans ce qu'on entend et cetera, normalement, on comprend de quoi il s'agit. C'est vrai que, surtout quand c'est en philosophie bouddhiste, on essaye de préciser, ouais, quand il s'agit de vraiment un truc spécifique, on dira la le sujet, le concept du son. Ouais, là, ce serait vraiment très différent. OK! Très bien, très bien, très bien. Donc en effet, il y a une distinction entre cognition issue de l'écoute et sagesse issue de l'écoute. Ouais, une cognition Mhm. issue de l'écoute, bah, on nous dit un truc, mais c'est pas nécessairement valide. Alors qu'une sagesse issue de l'écoute, oui, ça doit l'être, ouais. OK, très bien, très, très bien. Donc par contre, toute sagesse dérivant de l'écoute, là, c'est pareil, c'est Jung en tibétain, c'est pas Chung, c'est Jung. OK, c'est pas très grave. Jung Sherap est une supposition correcte. OK, cette Alors, dernière justement, oui? excuse-moi, alors à ce moment-là, quand tu définis une sagesse à ce niveau-là, ça va Mmh. être les, euh, toutes les notions d'impermanence, de karma, de renaissance, de toutes ces choses-là. Ah, pas nécessairement, ça peut être, Non. la terre est ronde, elle tourne autour du soleil et cetera et cetera. Ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir avec le dharma, mais D'accord. c'est quelque chose auquel on adhère, tacitement, on pourrait se dire, ouais, parce que la personne qui parle en face fait autorité, parce que c'est Hmm. son domaine d'étude ou ceci et cela. Ouais, c'est ce que dit un petit peu Albert Moukébert, le neuroscientifique. Il dit qu'il faut faire confiance un petit peu à la connaissance des autres, parce qu'on ne sait pas tout soi-même de toute façon. D'accord. Mhm. Ouais, moi, les maths, j'y connais rien, la physique, j'y Hmm. connais rien, mais je sais très bien que les maths, ça fonctionne, qu'on peut construire des ponts, des fusées avec les maths, que la physique, ça fonctionne, et qu'on arrive
etc., à inventer des trucs grâce à la physique, grâce aux maths. Même si moi, j'ai rien compris à tout ça, je fais Mhm. confiance au savoir humain. Ouais. Parce que, en effet, c'est ce que dit Moukébert, il dit faut pas hésiter à se spécialiser. L'être humain peut se spécialiser, et même si moi, je connais rien à la physique, je peux me spécialiser dans, je sais pas, imaginons, j'en sais rien, moi, la façon de faire le beurre ou, ou la guitare, enfin, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais en effet, on peut faire confiance au savoir d'autrui, même si nous, on n'est pas vraiment très calé dans ce domaine-là. Ouais, parce qu'on fait un recoupement d'informations. On sait que ça a été vérifié par plein d'individus, etc. Ouais, Bon, d'accord, oui, en fait, c'est simple, quoi. Hein. oui, c'est simple. Hmm. Oui, Oui. j'ai encore une question. Dans ce cas-là, quelle est la différence entre réaliser et adhérer? Combien de Parce- possibilités? ouais. Moi, je dirais 3. D'accord. Ok. Voilà. Autre chose? Adhérer à quoi? Tu peux expliquer, s'il te plaît? Ça veut dire que une conscience qui réalise son objet, elle adhère nécessairement à son objet, non? Oui. Ouais. Elle adhère nécessairement à cette notion. Ouais, mais Mhm. une conscience qui adhère à son objet ne le réalise pas nécessairement. Une supposition correcte, elle adhère à son objet. On se dit: Mhm. «Oui, le son doit être impermanent» et cetera, mais on ne le réalise pas. Mhm. Ouais, donc être, adhérer à son objet ou, aller dans le sens de son objet, ça ne veut pas dire qu'on le réalise, ouais. La supposition correcte, c'est un petit peu comme le truc, vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. Vous avez votre montre cassée à 4 heures et on vous demande quelle heure il est et on vous demande l'heure pile poil à 4 heures. Ouais, donc on vous demande l'heure et vous dites: «Bah, il est 4 heures», ouais. Votre conscience est en accord avec la réalité. Il est Mhm. bien 4 heures, Ok. ouais. Ouais, sauf qu'elle ne réalise pas cela parce que si vous regardez à nouveau votre montre dans 5 minutes, vous allez vous dire: «Ah tiens, peut-être qu'il n'était pas 4 heures». Ouais, donc c'est réversible une Mhm. supposition correcte, alors qu'une cognition valide, normalement, c'est irréversible. Ok. Ok. Ouais. Ok. Ouais, parce que quand on réalise son objet, on peut plus, aller dans l'autre sens. On peut plus se dire: «Bah non, le son est permanent, bah non, Mhm. la terre est plate» et cetera. On peut plus aller dans ce sens-là. Alors qu'une supposition correcte, oui, on pourrait. On pourrait, Mhm. ne plus adhérer à ce phénomène. Ouais, quelqu'un nous dira: «Bah non, il y a pas de karma, il y a pas de renaissance» et cetera et on finirait par se dire: «Ah oui, peut-être qu'il y en a pas». Ouais, donc d'une supposition correcte, on passerait à une cognition fausse. Ouais, Ok. donc adhérer, ça veut dire, ouais, être collé à la réalité, être en accord vis-à-vis de la réalité, mais c'est tout. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on la réalise, ouais. Donc, quelqu'un qui tout d'un coup ne croit plus, et puis en fait, il n'a jamais réalisé, il a juste adhéré. Oui, exactement. C'est ce que tu as C'est dit tout tout à à fait l'heure. ça. Ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est Ok. tout à fait ça. C'est-à-dire que oui, on adhère, on se dit: «Bah oui, la personne doit savoir de quoi elle parle, parce qu'elle est Mhm. assise sur un trône ou parce qu'elle est habillée en bordeaux ou parce que, elle a ce statut-là, les gens lui donnent ce statut de prof ou d'enseignant, donc on doit croire ce qu'elle nous dit». Bah, ça pose question dans le dharma, ouais. Mhm. On n'est pas censé croire ce qu'on nous dit. On se dit on prend l'information comme hypothèse de travail, mais après c'est à nous de vérifier ou d'infirmer tout ça, quoi. C'est pas parce que quelqu'un nous dit assis sur un trône et cetera que cette personne a nécessairement raison. D'ailleurs, le Bouddha a toujours fait attention à ça, ouais. Il a toujours dit, hem, dans le Kalamasutra, par exemple, ouais, pour, de ne pas adhérer facilement à un point de vue tout simplement parce que la personne serait charismatique ou je ne sais quoi. Ou parce que le discours est séduisant, ou parce que ceci et cela. Mhm. Ouais, et dans certains sutras aussi, le Bouddha, mentionne ça, ouais, où c'est cité dans le Tattva-samgraha du Bodhisattva Shantarakshita et cetera, où le Bouddha dit: «Tapach, Chedat, Cha, Nikashat» et cetera, ouais. Comme on devrait frotter, Hmm. tester la valeur de l'or en le frottant, en le coupant, en le Mhm. brûlant et cetera, ouais. Vous connaissez cette citation, ouais. Oui. Eh ben, le Bouddha dit la même chose, oui, les moines, les bhikshus, et cetera, devraient analyser mon enseignement et ne pas l'accepter comme cela, et cetera. OK, Ok. très bien, très, très bien. Donc c'est le principe d'aller au-delà de la supposition correcte et d'essayer d'aller vers l'inférence, ouais.
Ok, très bien. Et donc, en effet, cette dernière, donc la sagesse issue de l'écoute, est une cognition qui détermine de façon univoque ou de façon décisive le phénomène qui est son objet d'engagement. Ouais, c'est ça la différence, ouais. Ouais, une inférence ou une cognition valide, etc. C'est une sagesse ou une cognition qui doit certifier son objet d'engagement. Il doit comprendre l'objet qu'elle est censée comprendre, ouais. Ok, très bien. L'objet d'engagement d'une supposition correcte qui réalise que le son est impermanent, par exemple, est l'impermanence du son. Ouais. La cognition pense de façon univoque. Le son est impermanent. Ouais, on ne se pose pas la question de est-ce qu'il est permanent, impermanent, etc. On y va les deux pieds dedans. Ouais. Mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. OK. Pourtant, cette cognition n'atteint pas un objet dont les surimpositions auraient été éliminées. Ouais. Ça veut dire que notre cognition ne réalise pas son objet, tout simplement. C'est une autre façon de le dire. Ouais. Mhm. Pour la supposition correcte. Ouais. Ou n'élimine pas les surimpositions fausses relatives à son objet. Ouais. Très bien. Alors on pourrait débattre là-dessus, on pourrait se dire qu'on élimine quand même certaines surimpositions. On sait très bien ce que veut dire le son, par exemple. Ouais, quand on nous dit le son est impermanent, on tranche des surimpositions au regard de ce qu'est le son. Ouais. On élimine toutes les surimpositions au regard de non-son. Ouais, ou on élimine une surimposition, par exemple, comme quoi le son serait le concept du son. Des choses comme Mhm. ça. Ouais. Mhm. Donc ça, on l'élimine. Et donc on se dit, ah bah non, c'est du son dont on parle. Le son, la forme qui est appréhendée par la conscience auditive, etc., etc. Très bien, mais on n'a pas tranché les surimpositions au regard de son impermanence. Ouais. C'est-à-dire que le son permanent est une surimposition qu'on n'a pas éliminée. Ouais, si on n'a qu'une supposition correcte de l'impermanence du son. Ouais. Mhm. C'est là où, en effet, il y a des nuances dans la psychologie bouddhiste. On dit notre conscience peut être en accord vis-à-vis de la réalité, mais pas la réaliser pour autant. Ouais, c'est factuellement concordant, mais ça ne réalise rien pour autant. Ouais, c'est comme la cognition inattentive. La cognition inattentive, c'est factuellement concordant. On est en accord avec la réalité, sauf que on ne certifie pas son objet. C'est le même principe. Ouais, d'une certaine manière. Alors que la supposition correcte est nécessairement conceptuelle. Ouais. Ok, bah c'est super tout ça. Très bien. Très bien, donc ce qui signifie que cette cognition ne réalise pas son objet. Ok. Certains posent une définition différente de la supposition correcte, une cognition propositionnelle factuellement concordante, mais faillible. Euh, ok, mais faillible au regard de la détermination de son objet. Ouais, normalement, c'est comme ça que c'est défini chez Jungzin Paul Woodchuck. C'est la définition en général qu'on apprend à la FPMT. Et en effet, c'est cette définition, c'est ça qui est bien dans ce bouquin, c'est que la Rinpoche, il débat différentes définitions, et même celles qu'on peut rencontrer chez Yongzi Rinpoche. C'est ça qui est bien, quand on étudie l'orique à la FMT, etc. Ouais. Et donc il en parle, là c'est la définition habituelle donnée par Yongzi Rinpoche, donc une cognition propositionnelle, ça veut dire euh, conceptuelle, ouais, factuellement concordante, donc en accord avec la réalité, mais faillible au regard de la détermination de son objet. C'est-à-dire qu'elle est encore faillible, ouais, comme quand on regarde sa montre à 4 heures et que la montre est cassée à 4 heures. Mhm. Ouais. Ok, bah c'est super ça. Mais on peut objecter à cette définition en soumettant le sujet suivant, une conscience qui, tout en se demandant si le son est permanent ou impermanent, pense qu'il est probablement impermanent. Ouais, dans ce cas-là, on parlerait d'un doute. Mhm. Et donc, ça voudrait dire que la supposition correcte serait un doute, ou pas? Ben oui, enfin ça serait un doute en tout cas. Oui. Oui, si on dit une cognition propositionnelle ou déterminative, qui est factuellement concordante et qui est faillible au regard de la détermination de son objet, en effet, on pourrait dire que si elle hésite, elle se transforme en doute. Oui. Mm. Ouais. Donc c'est pourquoi ici la Rinpoche débat cette définition, parce que Ah, Yongzhen Rinpoche, dans sa définition, pourrait en effet ne pas exclure les doutes. En est-ce tout que cas, ça donne. ça pourrait dire, pardon, ça pourrait peut-être dire aussi que c'est parce qu'elle n'élimine pas toutes les surimpositions qu'elle est faillible.
Oui, Auquel cas, elle peut ne pas hésiter, mais ne pas avoir éliminé toutes les surimpositions. Oui. Ça fait oui, sens? oui. Mais à ce moment-là, on pourrait contre-argumenter en se disant, il s'ensuit que seules les cognitions omniscientes sont des cognitions valides parce qu'elles éliminent toutes les surimpositions. Mhm. Ouais. Ouais. Et donc ça veut dire que nous, on n'aurait pas de cognition valide. On pourrait rien certifier tant qu'on n'est pas un Bouddha. Or, pour devenir un Bouddha, il faut certifier des choses. Il faut certifier la vacuité, etc., etc. Ouais, donc ce serait comme briser la vitre avec le marteau qui est derrière. Ouais, donc ça poserait question, en effet. Mais en effet, c'est ce principe-là. C'est jusqu'à quel point on a tranché des surimpositions ou pas. Hmm. Ouais. Et donc, en effet, ce sujet est une cognition qui doute. Ouais, et pourtant, elle remplit les conditions définitionnelles que l'on vient de poser. Ouais, dans la définition, une cognition propositionnelle factuellement concordante. Oui, parce que dans le doute, il y a le doute qui tend vers le factuel, comme vous le savez. Ouais. Ouais. Mais en effet, la supposition correcte est censée être unipointée. Elle n'est pas censée douter. Mhm. Ouais, donc c'est là où il y a ce débat qui peut arriver. Est-ce que la supposition correcte doute ou pas? Imaginons qu'elle doute, dans ce cas-là, c'est un doute, c'est plus une supposition correcte. Hmm. Ouais. Et c'est un doute Mais- qui tend vers le factuel, par exemple. Ouais. Donc en effet, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a des bases communes entre supposition correcte et doute qui tend vers le factuel? Hmm. Tout à fait. Et c'est ce genre de question qui est posée en général. Normalement, le doute, il oscille, il hésite, alors que la supposition correcte, non. Ouais. Donc c'est pourquoi ici, on pourrait se dire: «Bah non, une supposition correcte, hem, elle est faillible au regard de la détermination de son objet, elle est factuellement concordante, mais est-ce que le doute qui tend vers le factuel ne serait pas factuellement concordant lui non plus?» Normalement, oui. Ouais. Et donc c'est pourquoi ici la Rinpoché débat de cette définition donnée par Yonzin Bulbuchok. Mais il y a certainement parfois, dans les définitions données, il laisse la place au débat, justement. Des fois, c'est fait exprès. Des fois, c'est fait exprès. Des fois, c'est parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Ils se disent: «Bah non, il y a ce point-là dans la définition qui empêche de dire que la supposition correcte serait un doute», Hmm. par exemple. Ouais, peut-être que Yonzin Bulbuchok dirait que le doute n'est jamais factuellement concordant. Pourquoi pas? Peut-être qu'il le pensait. Moi, j'ai pas son 06, mais peut-être qu'il le pensait, peut-être qu'il se disait: «Le doute n'est jamais factuellement concordant puisqu'il oscille, il hésite entre 2 possibilités. Il ne peut pas être univoque, il est équivoque». Ouais, Mhm. alors que pour être factuellement concordant, il faudrait être, univoque. Ouais. Donc peut-être que c'est la notion que Yonzi Rinpoché a derrière la tête, c'est possible. Mais en tout cas, la Rinpoché a trouvé la faille, ouais, si on laisse la définition telle quelle. Hmm. Ouais. Ce sujet est une cognition qui doute, ouais, pourtant, elle remplit IT, pas IE d'ailleurs, elle remplit les conditions définitionnelles. Ouais, il y a une erreur ici en français. Un stylo, oui, c'est pas grave. OK. Elle remplit, OK, les conditions définitionnelles, très bien, que l'on vient de poser. Elle détermine son objet propositionnellement parce qu'elle est une cognition conceptuelle et que donc propositionnellement, ça veut dire ceci est tel, etc. Et que toutes ces cognitions le font à travers un mode conceptuel qui pense c'est comme ceci, c'est comme cela. Elle est faillible parce qu'elle ne réalise pas son objet. Ouais, c'est une cognition conceptuelle et non une perception directe. Elle est factuellement concordante parce qu'elle est correcte, le son étant effectivement impermanent. Ouais. Le défaut de cette définition est qu'elle ne précise pas qu'une supposition correcte détermine son objet de façon décisive ou univoque. Ouais. Donc, en effet, euh, ce n'est pas mentionné pour la supposition correcte, mais c'est mentionné pour la cognition fausse. Hmm. Ouais. La cognition fausse, comme vous savez, c'est une cognition qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet d'engagement. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est mentionné clairement. Elle s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet d'engagement. Ouais, et donc la cognition fausse, on ne peut pas la confondre avec la supposition correcte. Ouais, parce que la supposition correcte, en effet, elle ne
s'engage pas. Elle est factuelle, mais elle ne s'engage pas de manière incorrecte, etc. Au contraire, elle s'engage de manière correcte vis-à-vis de son objet. Ouais, mais sans savoir pourquoi. Ouais. Ok. Alors que le doute, en effet, ça pose question. Si on ne dit pas qu'il est univoque, ouais, pardon, pour la supposition correcte, si on ne dit pas qu'elle est univoque, on pourrait la confondre avec le doute. Ouais, on pourrait dire, bah, il s'ensuit que le doute est une supposition correcte, etc. Mais comme on l'a dit, Onzim Polbutchak a nécessairement quelque chose dans la tête quand il dit, ouais, qui est faillible au regard de la détermination de son objet. Si elle doit déterminer son objet, est-ce que ça peut être un doute? On pourrait se poser la question, ouais. Ouais. Elle est faillible au regard de la détermination de son objet. C'est peut-être là où Onzim Polbutchak met l'aspect univoque. Ouais. Mhm. Moi, c'est ce que je dirais, en tout cas, pour défendre son point de vue. Ok. Ok. Très bien. Ça fait... Oui. Non, je disais, ça fait sens, effectivement, Ouais. d'employer ce terme-là. Ouais, c'est là où justement on essaie de trouver dans les définitions qu'est-ce qui exclut un autre point et qu'est-ce qui, etc. Ouais. Très bien. De manière univoque et non à la manière équivoque du doute qui vacille entre deux points. Ok. Une autre définition posée est une cognition conceptuelle qui authentifie nouvellement, de façon univoque, son propre objet véritable sans dépendre de l'expérience ou d'une raison valide qui serait son fondement. On la trouve dans le Lorik de Rateux, l'un des monastères, Gelugpa, et de certains autres. Ouais. Mais cette définition est difficile à tenir en débat, car il n'est pas vrai que toute supposition correcte ne dépend pas d'une expérience, d'une raison valide. C'est vrai, il y a des suppositions correctes qui s'appuient sur des raisons valides, mais qui ne sont pas certifiées. Ouais. C'est certainement ce qu'on va voir dans la suite du texte. C'est que quand on regarde les divisions des suppositions correctes, on peut supposer correctement sans aucune raison. Ouais, tout simplement parce qu'on nous l'a dit. Voilà, parce que Jacques a dit la Terre est ronde, et donc on accepte que la Terre est ronde, ou que Jacques a dit il y a le karma, ou il y a les renaissances, et donc on l'accepte. Ok. Et donc, dans ce cas-là, c'est juste que c'est sans raison particulière. Et on peut accepter un fait, une réalité, mais sur la base d'une raison fausse. Ouais. Par exemple, on dirait, bah, la Terre est ronde. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas carrée. Ok, donc si elle n'est pas cubique, elle est nécessairement ronde? Ah! Tout ce qui n'est pas cubique est nécessairement rond. Je trouve ça drôle. Ça m'arrive. Ouais, c'est une raison fausse de dire la Terre est ronde. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas cubique. Ouais, la Terre est ronde parce que ce n'est pas un Rubik's Cube. Ouais. Ouais, ok, ce n'est pas un Rubik's Cube, mais le fait de ne pas être un Rubik's Cube, est-ce que ça implique nécessairement d'être rond? Est-ce que Michel est rond? Pas tous les jours. Michel, est-ce que tu es un Rubik's Cube? Non, ça c'est sûr. Non, nous l'apprenons ce matin, la nouvelle. Mais alors là, je suis un peu paumé. Mais pourquoi ça tient pas, si tu veux, ce contre-exemple dans le débat, le fait de dire que parce que c'est cubique, c'est pas rond. Ouais. Ça me paraît logique, moi, Alors, si c'est ça comme ça. cubique, c'est pas rond, ça c'est sûr. Mais si ce n'est Voilà. pas cubique, est-ce que c'est nécessairement rond? Ah oui, d'accord. Ok, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, si on disait la Terre est ronde parce que ce n'est pas un Rubik's Cube, ok, d'accord, on donne une raison. Cette raison, en effet, elle joue au regard de la Terre. La Terre n'est pas un Rubik's Cube. Ça, on peut le vérifier. Mais le fait de ne pas être un Rubik's Cube, est-ce que ça implique nécessairement le fait d'être rond? Non. Il peut y avoir des triangles, il peut y avoir des rectangles, etc. Il peut y avoir des Pyramide. tétraèdres, pyramides, etc. Mm. Ouais. Ok, très bien. Donc en effet, c'est juste, en effet, la Terre est bien ronde, c'est tout à fait juste, mais la raison pour laquelle on y adhère est fausse. Ouais, ce n'est pas parce que ce n'est pas un Rubik's Cube que c'est nécessairement rond. Ouais. Et Ouais. donc c'est pourquoi il y a des raisons fausses en dépendance desquelles on a une supposition correcte, etc. Il y a des raisons valides. Ouais, on nous dirait, eh ben, la Terre est ronde parce que c'est une sphère, etc., en dépendance de la gravité, etc., etc. Ouais, donc on nous donnerait une raison valide, mais on ne l'a pas encore certifiée jusqu'au bout, cette raison valide. Mhm.
Ouais, donc on peut très bien générer une supposition correcte en dépendance d'une raison valide, sauf qu'on ne la certifie pas jusqu'au bout, cette raison. C'est pourquoi ici la télépotier remet en question une autre définition. Ouais. Ouais. Quand il dit en effet, une autre définition posée est une cognition conceptuelle qui authentifie nouvellement et de façon univoque son objet véritable sans dépendre de l'expérience ou d'une raison valide. Ouais. Or, certaines suppositions correctes s'appuient sur une raison valide. Ouais. Donc c'est là où sa définition ne jouerait pas. De plus, qui authentifie nouvellement, alors là, ça poserait vraiment question de dire qu'une supposition correcte certifie nouvellement. Ouais, parce qu'une cognition qui est nouvelle et infaillible, est-ce que ça peut être une supposition correcte? Ah non. Non, Ah non, pourquoi? parce que c'est quelque chose qui était réalisé, c'est pas une supposition, c'est intellectuel. Alors que l'autre, Oui. c'était vu. Oui, alors que, en effet, réaliser, donc ça peut être de manière intellectuelle ou de manière non conceptuelle, mais réaliser nouvellement, ça c'est Hum, uniquement le cas des cognitions valides. Mm. hum, Ouais, c'est ça une cognition valide, une cognition qui réalise nouvellement, qui est nouvelle et infaillible. Ouais, ou qui authentifie nouvellement. hum. Ouais. Et donc, donner comme définition d'une supposition correcte des éléments de définition d'une cognition valide, là, ça poserait encore plus question. Ouais. Hum. Ouais, Enfin, là, on pourrait. cette notion de cognition valide me pose comme des soucis parce que, enfin, dans ma vie quotidienne, hein, parce que quand on dit, voilà, je vais réaliser un truc, mais c'est dans un cadre donné, c'est dans un espace donné, c'est pas forcément transposable. L'idée de la Terre est ronde, pour un géographe, la Terre n'est pas ronde, c'est un géoïde, c'est une patate, c'est pas vraiment ronde au sens, parce que, voilà. Donc, du Mm. coup, c'est bien facile de dire que la Terre est ronde, mais en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas une vraie boule, c'est pas une vraie sphère, elle est tordue, etc., quoi. Donc, c'est là où ça me pose problème, jusqu'à où c'est réalisé. Et puis après, il y a toujours des moments où on peut dire, bah non, si on regarde dans le détail, c'est pas vraiment ça non plus, quoi. Et là, Mm. je flotte des fois un peu, quoi. Ouais. Alors, c'est où j'ai compris un truc, j'ai l'impression d'avoir réalisé, hein, n'importe quoi. Et puis après, je réfléchis, ah bah non, en fait, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, quoi. Et le Ouais. fait d'avoir le doute, ça permet toujours d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et je me dis, bah, maintenant j'ai réalisé quelque chose, ça me bloque aussi quelque part. Ça me bloque sur un Mm. point de vue. Alors que si je réfléchis, je reviens dessus, hein, c'est pour ça aussi j'écoute les enseignements 5, 6, 10 fois, et chaque fois j'ai de nouvelles compréhensions, de Mm. nouveaux trucs qui s'ouvrent, quoi. Alors que pour moi, la notion de réaliser quelque chose d'une manière absolue me pose problème parce que je trouve que dans ma vie quotidienne, ça me bloque. Parce que je veux Mm. dire, parce que je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller faire d'autres expériences, je peux changer de point de vue. Oui. C'est pour ça que je me dis, j'aime pas cette notion de réaliser quelque chose. Ça veut dire pour moi, c'est quelque chose d'infaillible, mais le fait de me réquisitionner sur quelque chose que j'ai l'impression d'avoir compris, finalement, c'est pas du tout la compréhension, quoi. Là, je ne Mm. sais pas Oui. si j'étais claire. Oui, oui. Ce qu'il faut voir, c'est que, en effet, quand quelque chose est réalisé, on peut plus y revenir. Ouais, si ce n'est pas réalisé, ça veut Oui, dire oui. on peut encore, en effet, revenir en arrière, aller vers la cognition fausse, et cetera. Mais quand c'est réalisé, normalement, on peut plus revenir en arrière. C'est infaillible, Mais c'est irréfutable, et cetera. Ouais. voilà, le piège pour moi, c'est que des fois, j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose. C'est mon ressenti. Mmh. Et de me dire, non, en fait, ça peut être encore autrement. Toi, ça me donne des degrés de liberté de ne me Mmh. pas dire, je réalise quelque chose. Oui. Oui, De parce ne que pas. réaliser, c'est vraiment Donc, spécifique, hein, trancher les surimpositions, et cetera. C'est comme quand on apprend l'alphabet, hein, quand on sait ce qu'est A, on peut plus revenir en arrière. Ouais, par rapport, à quand on ne savait pas ce que voulait dire A, B, C, et cetera. Quand on sait ce que veut dire A, B, C, on peut plus revenir en arrière, ouais. Mais en effet, quand on dit que c'est une condition valide, c'est pas nécessairement pour toujours. Ouais, ça veut dire que c'est pas parce qu'on a réalisé A, B et C au cours d'une vie passée qu'on va nécessairement savoir tout de suite, paf, A, B et C au cours de cette vie, par exemple. Ouais, une condition valide, en effet, comme tu le dis, c'est contextuel. C'est tant que l'information tient dans notre mémoire, et cetera, et cetera. Mais si on oublie que A égale A, B égale B, et cetera, dans ce cas-là, on pourrait, se dire: «Bah, finalement, on l'avait pas réalisé». Mais, oui,
on peut avoir réalisé puis oublié, etc., etc. Ça veut dire qu'une réalisation, une cognition valide, c'est pas quelque chose d'absolu. En effet, comme tu le dis, c'est très contextuel, etc. Ouais. Ouais, Mm. même certains diraient, il n'y a même pas de cognition valide. Il y en a qui diraient, il n'y en a pas du tout. Il y avait, je crois que c'était Gandhi Chapelle qui disait ça. Mm. Qui Mm. disait, par exemple, vous pouvez demander à, imaginons, un paysan tibétain qui a 20 moutons, par exemple, et donc il balade ses moutons avec les moutons du voisin, et au bout d'un moment, tu as ce fermier, ce paysan qui rencontre un voisin, puis un autre, et chaque voisin lui dit, ah, mais t'es sûr que tu avais 20 moutons? Je suis sûr que tu n'en avais que 15. Ça, c'est Mm. sûr, tu n'avais que 15. Ce mouton, il n'est pas à toi, etc. Et donc, au bout d'un moment, il pourrait finir par douter. Tu te Mm. diras, mais finalement, ce mouton n'est pas à moi. Euh, Et donc, c'est pourquoi il y a un maître tibétain qui dit finalement, il n'y a pas de cognition valide possible, parce qu'on peut toujours remettre en question. ouais, Mais c'est là où mm. ça pose question. Est-ce qu'on peut vraiment toujours remettre en question? Est-ce qu'au bout d'un moment, Mm. arriverait toujours à faire remettre en question le fait que la Terre est ronde ou sphérique, hein, quand on dit rond, ça veut dire sphérique, hein. Ouais. 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 Et donc, est-ce que vous pourriez finir par douter au bout d'un moment que la Terre est ronde? Ouais. Je sais pas. Mais, Quand je regarde l'alphabet cyrillique, il y a des lettres qui ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, moi, ce que j'ai appris sur les lettres ne marche pas pour tous les alphabets parce que un N ou je sais pas quoi, ça se prononce comme un R. Mhm. Oui. Mais une fois qu'on le sait, une fois qu'on a appris l'alphabet cyrillique, on peut plus se tromper. Oui, mais si, voilà, si- il faut l'apprendre. Ouais. Oui, si oui, ça, c'est la si ça condition peut, sine qua non. pardon, si ça peut aider, moi je sais que ça m'aide beaucoup de penser en termes de réalité, de vérité relative ou conventionnelle, Oui, tu oui, vois. c'est ça. Parce que là, je me dis qu'on a besoin d'une convention pour pouvoir communiquer. Oui, Et que la oui, convention, c'est de dire que la Terre est ronde. Mais effectivement, si scientifiquement tu montres que ce n'est pas exact, ce n'est pas grave. On oui, comprend c'est qu'on peut ça. faire le tour de la Terre. C'est ça qui est important. Oui, mais donc Oui, tout est relié à un contexte dans un. Voilà, c'est ça en fait. Oui, Tout lié oui, dans un cadre, tout devrait être dans un cadre donné. oui. Oui, je crois que ça, c'est oui, implicite, hein, d'une certaine manière. C'est que, Mhm. en effet, quand on dit la Terre est ronde, le contexte dans lequel on parle de la Terre qui est la planète. On ne parle pas d'un morceau de terre. Parce que, en effet, quelqu'un pourrait se dire, bah, une botte de terre, est-ce qu'elle est nécessairement ronde? Ouais, bien sûr, oui aussi, Mm. oui. Elle peut être cubique, une botte de terre. Mhm. Mais si on parle de la Terre comme étant la planète, etc., et qu'on entend rond comme étant sphérique, ouais, dans la catégorie de la sphère, même si elle n'est pas totalement ronde, etc., en effet, euh, il y a quand même des aspérités, il y a l'Himalaya, il y a tout ça, etc. Mais c'est vrai que vu de loin, elle paraît ronde. Mais c'est vrai que on pourrait prendre une balle de tennis, hein. Une balle de tennis, vous zoomez au microscope, est-ce qu'elle est ronde? Ben non. Pas nécessairement, ouais. Donc ça pourrait poser question là aussi, ouais. Donc c'est là où on sait que c'est dans un contexte particulier, ouais, en effet. Mhm. Ouais. Oui, oui. Oui, Eh pour bien, moi, ça pose quelques problèmes parce que du coup, mm, ça me fait beaucoup tourner en rond, en fait. oui, Du coup, bah, ah oui, mais c'est ça, est-ce que j'ai compris et tout. Et donc, du coup, ça me. Des fois, il faut que je me calme. Pas, voilà, un peu chiner de temps en temps pour me calmer, pour pas oui, tourner en rond, quoi. c'est oui, c'est- c'est vrai que on a tendance à se poser beaucoup de c'est questions, mais c'est vrai que parfois les choses sont plus simples que ce qu'elles n'y Oui, paraissent. voilà. Ouais. ou plus compliqué parce que c'est pareil pour le son. Si tu considères que le son, c'est une vibration, comme on arrive aujourd'hui scientifiquement à démontrer que tout est vibratoire, euh, on peut dire que le son est permanent. De ce point de Ah, vue-là, quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Bah oui. C'est ok, toujours pareil, ça reste une question de point de vue. Donc, on a besoin d'une certaine relativité, d'une certaine Mhm. vérité pour pouvoir avancer dans la compréhension des choses. Sinon, et c'est comme tu ouais. dis, si on ne sait pas ce que c'est qu'un A, on ne saura jamais dire. Mm. Après, il y a des gens qui disent que le son est permanent parce qu'ils confondent permanence et constance, par exemple. Ouais, si on dit que le son est constant partout, etc., ou est omniprésent dans le monde matériel, etc.,
Après, pourquoi pas? Mais est-ce que ça implique qu'il serait permanent? Dans ce cas-là, ça poserait question, ouais. Mhm. Donc, c'est là où, en effet, il faut s'entendre sur les définitions. Ouais, en effet, si on dit que la définition de permanence est un phénomène qui n'est pas instantané, dans ce cas-là, on comprendra que le son est constant, mais n'est pas permanent. Mhm. Oui, Mhm. d'une certaine manière. Mais en effet, c'est là où ça dépend des définitions et du sens qu'on met derrière les mots. Oui, tout à fait. Mhm. Exactement. Très Ben, bien. et Oui. plus, enfin, si je peux me permettre encore, c'est que pour moi, ce qui m'a paru tout à l'heure quand on parlait de ça, sur l'impermanence du son, c'est que ça appuie la conception de l'impermanence de la conscience, enfin, des Oui. successions de moments de conscience. Oui. Mhm. Oui, Euh, tout à fait. parce que c'est une manière de réaliser l'impermanence que de dire que le son est impermanent. Oui, 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 oui. Voilà. Et donc, pour moi, il y a un lien, si tu veux, entre dire que la conscience et le son ont une même portée, quoi. Je, Mhm. suis bon, je suis désolé, je voulais pas rentrer là-dedans. Ça m'apparaissait évident que dans la démonstration, on a besoin de dire que le son est impermanent. Parce que par la Oui. suite, on doit pouvoir parler de plusieurs moments successifs de conscience. Mhm. Mhm. Ah oui, oui, Mhm. bien sûr, oui, tout à Oui, fait. bien. Oui, oui, oui. Mhm. Mhm. Bon, pardon Oui, pour oui. l'aparté. Et le son est choisi comme un exemple, en effet, hein, c'est pour l'appliquer surtout à nous. Mm. Ouais, notre impermanence, et cetera. Ouais, c'est ça qui est, le plus important d'une certaine manière. Parce que Mhm. le son ou un pot impermanent, et cetera, oui, c'est bien, mais en effet, c'est bien de l'appliquer surtout à nous, notre réalité à nous, ouais, exactement. Et Ouais, tout à fait. curieusement, ceux qui pensent que le son est permanent, si je comprends bien, pensent à une espèce de permanence de l'esprit aussi. Ouais. C'est Alors, comme s'il y avait une relation, tu vois. on dirait qu'une conscience, conceptuelle s'engage par exclusion. Donc si on pense à la permanence du son, on ne pense nécessairement pas à la permanence d'une conscience. Mm. Ouais, et inversement. Mais, on pourrait avoir un train de pensée qui mène de l'un à l'autre. Mmh, Mhm. ouais. Comme ça peut, nous arriver. On a un train de pensée, on pense à un truc, puis après on finit à Hawaï. Ouais, donc on pense à ouais, donc ça arrive tout le temps, mais il peut y avoir Mais des, non, pas assez souvent. ouais, des, comment ça s'appelle? Des enchaînements d'idées. Ouais. Mhm. Donc, penser au son qui serait permanent pourrait nous amener à penser qu'une conscience serait permanente et cetera. C'est tout à fait possible, hein. On a des concepts, faux, plus ou moins faux, qui, s'enchaînent les uns les autres et cetera. Ouais, exactement. Très bien, et donc c'est là où on est censé faire la part des choses entre un concept et un autre, exactement, ouais. Très bien, et bah, c'est super tout ça. C'est super. OK. Et donc on a ce passage à la page 138 aussi. Donc cette dernière, donc ça on l'avait vu. Oui, OK, non, c'est page 139, OK. Oui. Très bien. Et donc c'était une définition, ouais, par rapport à la supposition correcte. Donc celle-ci ne tiendrait pas. Si on dit en plus qui certifie nouvellement, qui authentifie nouvellement, là ça me pose encore plus question, ouais. OK, et donc ça c'est une définition donnée dans le Lorik de Rathe. OK. Ensuite, on distingue 3 genres d'expériences. Celle de la perception directe, de l'autoperception et celle qui survient de la méditation. OK, très bien. Donc là, c'est pareil, c'est Gomjung, c'est pas Chung, c'est Jung, c'est la même chose en tibétain. OK. Donc 3 genres d'expériences, celle de la perception directe, de l'autoperception et celle qui survient de la méditation. OK. La perception directe survient toujours dans le contexte d'une expérience, car lorsqu'elle réalise son objet, elle le fait par le pouvoir de l'expérience. Ouais, OK, bon, bah, ça, c'est facile, une perception directe. Même, c'est même donné dans la définition d'une perception directe valide, donnée par Chapa Chuki Sangye. Ouais, on en avait parlé une fois, je crois. C'est donné dans Recognizing Reality, ouais, de Geshe Dreyfus. Elle donne la définition, c'est Ngar Matop et Dun la Nyung Top qui dont Dorche par Jeberikpa. Ouais, c'est une cognition qui tranche les surimpositions au regard de son objet, un objet qui n'était pas réalisé précédemment et qui tranche les surimpositions par le pouvoir de son expérience. Ouais, Nyung Top qui est en tibétain, Nyung Top qui est
je parle pas, ouais, une cognition qui tranche sur imposition par le pouvoir de son expérience. Ouais, donc ça, ce sera la définition d'une cognition valide directe donnée par Chapa Chuquisangue. On voit tous de quoi il s'agit, hein. C'est une expérience directe, etc. On tranche les surimpositions, on a vu du bleu, on réalise le bleu, et donc c'est irréfutable, c'est infaillible. Ouais, Mhm. ok, très bien. Ok. Ensuite, une autoperception qui fait l'expérience de la conscience qui est son objet est une même entité substantielle qu'elle, indifférenciable du point de vue de la façon d'être établie et de demeurer. Ok, donc là, c'est un peu compliqué comme vocabulaire, mais ça veut juste dire que quand vous avez une perception visuelle, vous avez nécessairement une autocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle. Ouais. Mm. Et donc cette autocognition et la perception visuelle sont nées en même temps, demeurent en même temps et cessent en même temps. Mhm. Ouais, c'est comme un papier carbone. Quand vous écrivez sur un papier carbone, vous avez l'écriture au-dessus sur le papier et l'écriture en dessous qui viennent en même temps. Ouais, vous n'avez pas d'abord l'écriture sur le papier au-dessus et le papier carbone qui écrirait 1 heure après ce que vous avez écrit sur le papier. Vous êtes d'accord? Mhm. C'est au moment où vous écrivez que vous écrivez 2 fois d'une certaine manière sur le papier et le papier carbone en dessous. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, Oui. Ok. Quand tu penses vraiment dans le fractal et il y a quand même un minimum de décalage. Mais bon, après, c'est Ouais. dans le cadre donné, enfin, dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est pas tout. Enfin, je vois ce que tu veux Ouais. dire dans le cadre que tu donnes, oui, mais c'est Est-ce qu'il y a un minimum de décalage? Ouais, quand vous avez forcément, appuyé sur le forcément, stylo, ah bah vous oui. appuyez sur le stylo forcément. et donc vous écrivez au-dessus et en dessous en même temps, non? T'es Michel, sûr? je sais que tu Est-ce me que tu es comprends. sûr? Ouais. Quand, par exemple, ouais, ça vous est déjà arrivé moi je me souviens quand j'étais petit, il y avait ces décalcomanies Hmm. sur lesquelles on traçait au crayon à papier, etc. Et donc ça collait le truc sur le papier. Ouais. Ok, bah c'est la même chose que pour le carbone. Ouais, ça veut dire que vous écrivez 2 fois Oui, en même quand temps. vous avez le papier carbone, ouais. Après, que ce soit un micron qui est dessiné en même temps qu'un autre micron, là, c'est pour les scientifiques. Mais en général, quand on écrit par exemple son prénom, vous n'avez pas votre prénom au-dessus et 1 heure après le prénom en dessous. Ouais. C'est à peu près en même temps. Ok, très bien. Très très bien. Donc ça veut dire que les 2 prénoms, au-dessus et en dessous, sont produits en même temps, demeurent en même temps et cessent en même temps d'une certaine manière, ouais. Ok. Là, c'est le même principe pour l'autocognition qui fait l'expérience d'une conscience visuelle. Ouais, elle naît en même temps, elle demeure en même temps et elle cesse en même temps. C'est ça que dit le texte. Elle est une même substance simultanée. Voilà, en français, c'est un peu tordu. L'autoperception fait l'expérience de la conscience qui est son objet, est une même entité substantielle, indifférenciable du point de vue de sa façon d'être établie et de demeurer. C'est c'est du vocabulaire un peu prout-prout. Simplement, on pourrait dire, sont une même substance simultanée. Ça revient exactement à la même chose, sauf qu'on comprend mieux, d'une certaine manière, que veulent dire, pour 2 phénomènes, que veut dire le fait d'être une même substance, ça vous le savez, non? Oui. Oui. C'est quoi? Ouais. C'est la couleur de la table et la table, quoi. C'est de la même substance, C'est mais la... c'est pas. Oui, Hmm. exactement, sont une même substance Parce que quand je vois la table, je vois aussi la couleur. voilà, exactement, la couleur de la table et la table apparaissent à une même perception, ils n'apparaissent pas séparément. Ouais. Ouais, c'est ça, être une même substance. Ouais, Mhm. non seulement cela, mais en plus la table et sa couleur sont une même substance simultanée. Pourquoi? Parce que la couleur de la table et la table apparaissent en même temps, demeurent en même temps et cessent en même temps. Ouais. Mhm. Et ben là, c'est le même principe pour la conscience visuelle et l'autocognition qui en fait l'expérience. Elles sont une même substance. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un de clairvoyant, par exemple, quelqu'un de clairvoyant qui verrait ma conscience visuelle, il verrait en même temps l'autocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle.
Ouais, et ces deux, l'autocognition et l'hétérocognition, n'apparaîtraient pas séparément. Hmm. Ouais. Pour quelqu'un de clairvoyant qui verrait ma conscience visuelle et mon autocognition, elles n'apparaîtraient pas séparément, ces deux-là. C'est ça que veut dire être une même substance, ouais. OK. Et elles sont une même substance simultanée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la conscience visuelle et l'autocognition 1 heure après. L'autocognition, elle vient en même temps que vous avez la conscience visuelle. Ouais, donc elles sont une même substance simultanée. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ça joue? Mhm. Et normalement, c'est plus simple en français quand on dit une même substance simultanée, c'est plus simple que dire sont une même substance et sont même indiférenciables en termes d'établissement et de durée, etc. C'est trop compliqué comme vocabulaire. Ouais, on peut moderniser et simplifier. Ouais. Ok, très bien. Et donc, en effet, la conscience visuelle et l'autocognition qui a fait l'expérience viennent en même temps, etc. Très bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il disait qu'en effet, vous avez 3 genres d'expériences. L'expérience directe, donc la perception visuelle, par exemple. Vous avez l'autocognition, OK, et l'expérience qui survient par la méditation, est atteinte à travers le calme mental. Ouais, OK. Si d'autres façons de poser et d'examiner l'expérience sont possibles, la définition examinée ici tombe dans cette division tripartite. OK. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Univoque, son propre, sans dépendre de l'expérience. Ah oui, OK. Sans dépendre de l'expérience. C'est pourquoi il parle de ça. Dans la définition juste au-dessus, il est marqué sans dépendre de l'expérience ou d'une raison valide, qui est son fondement. Ouais, donc c'est pourquoi il parle de ces 3 types d'expériences. Ouais, hétérocognitive, autocognitive et issue de la méditation. C'est juste pourquoi il parle de ça. Ouais. OK. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a encore du temps? Eh ben, pas tant que ça. Donc on va essayer de finir cette page-là. Ceux qui s'opposent à cette définition posent comme sujet une supposition correcte qui est l'effet d'une expérience. OK. Elle dépend bien d'une expérience et n'est donc pas, comme cela est dit dans la définition, indépendante d'une expérience ou d'une raison valide. Ouais, certains diront une supposition correcte, elle est née de l'expérience. Pourquoi? Parce que quand vous regardez votre montre à 4 heures, eh ben, vous avez l'expérience visuelle de voir le cadran de votre montre qui affiche 4 heures. Ouais, vous avez quand même une expérience et donc votre supposition correcte est née en dépendance de cette expérience. On pourrait débattre comme ça. Ouais, Hmm. donc c'est pourquoi ceux qui disent qu'une supposition correcte, c'est pas par le pouvoir de l'expérience, ça pose question, ouais. Bien que l'acceptation de cette dépendance à l'expérience soit autre que l'une des 3 posées précédemment, elle dépend d'une expérience et ne peut, selon les termes de la définition, être une supposition correcte. Ouais, il s'en suivrait à l'absurde que quand vous regardez votre montre à 4 heures et qu'elle est arrêtée à 4 heures, il ne s'agirait pas d'une supposition correcte puisque elle dépend de l'expérience. Ouais, l'expérience d'avoir observé votre montre. Ouais, donc ce serait les conséquences à l'absurde, par exemple. Et nous avons terminé cette page et nous serons la fois prochaine à la page 140. C'est merveilleux. Oh là là, nous avançons tellement vite. Mais Ouais. c'est bien de prendre son temps et d'essayer de décrypter les choses comme on le fait là. Ouais, je trouve que c'est plus utile. Ouais. Ok, et ben bravo, bravo, bravo. Et donc ce soir, les débats pour ceux qui veulent. 20h30, peut-être 20h30, 20h40, quelque chose comme ça. Ouais, parce que j'ai des momos à faire. Des momos Des momos. tibétains. Bon, Ouais, on va se régaler. Je vous en à la enverrai par la prochaine fois. pensée. Avec plaisir. Merci à tous et prenez bien soin de Merci vous. beaucoup. Excellente journée. Donc Ciao, à ce ciao, soir pour bonne ceux qui journée. peuvent. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Ah, Ciao, bye bye. ciao.